Morning Business, le débat. Et à 7h12, on va se projeter dans le scénario du pire, celui que décrit The Shift Project et Jean Covici sur l'impossibilité pour l'Europe de remplacer le gaz russe si la guerre se poursuivait en Ukraine, l'impossibilité de le remplacer par du GNL notamment. Qu'est-ce qui se passe dans ces cas-là, Nicolas Dose ? Je suis très dubitatif par rapport à ces rapports qui sont des prêcheurs de l'apocalypse. On a quand même des précédents dans l'histoire de rapports qui nous prévoyaient la fin du monde. Vous avez le rapport Meadows, commandé par le Club de Rome, c'est en 72. Ils nous disent qu'en 2010, c'est terminé, il n'y a plus de ressources, il faut absolument aller vers la croissance zéro. Parce qu'il y a ce parfum de décroissance derrière. Il faut aller vers la croissance zéro parce qu'on ne pourra pas y arriver. Bon, ça a été totalement démenti par les faits. Depuis 2000, la production industrielle fait plus de 54% quand la population fait plus de 28%. Et depuis 2000, la production de céréales fait plus de 17%. Et il y a toujours effectivement chez les décroissantistes ce même travers. Cette idée qu'on sous-estime la dynamique des économies de marché. On sous-estime la dynamique de l'innovation, la dynamique du progrès technique. Et on sous-estime aussi la capacité qu'on aurait sur un terrain purement politique à rendre soluble un choix de décroissance vis-à-vis des populations dans des démocraties libérales. En fait, quand vous regardez les pays riches, je parle bien des pays riches, vous avez un lien entre croissance économique et leur capacité à réduire leurs émissions de gaz à effet de serre. Si on parle des émissions de gaz à effet de serre, là, je ne suis pas forcément sur la consommation de gaz directement. Et donc, si vous faites de la décroissance, vous avez moins de croissance. Si vous avez moins de croissance, vous avez moins de ressources financières. Vous avez un recul en intensité technologique. Moins d'innovation. Un recul en innovation. Et puis vous avez un risque de chaos social parce que vous avez une baisse du revenu par habitant. Enfin, c'est bien beau de vouloir... c'est pas forcément un choix, ça peut être subi. S'il n'y a plus de gaz, la décroissance, on peut juste la subir. Mais je connais le Shift Project. Et je pense que derrière, quand même, il y a cette idée. Il y a cette idée-là. On a 730 milliards d'euros de dépenses sociales tous les ans. On ne va pas les trouver sous les sabots d'un cheval, les 730 milliards d'euros de dépenses sociales. Donc je suis assez dubitatif par rapport à... Parce que d'ailleurs, le Shift Project nous dit, mais même si le gaz russe est là, de toute façon, vous n'aurez pas ce qu'il vous faut pour consommer. Donc ça veut dire que de toute façon, il y a une forme de condamnation à quelque chose condamnation au pire. Je suis très prudent par rapport à ça. Jean-Marc Daniel, d'un point de vue d'économiste, est-ce qu'on peut envisager, effectivement, comme le dit Laure, parce qu'on n'a pas le choix, parce qu'il n'y a plus de gaz, parce qu'on n'a pas assez de GNL pour remplacer le gaz russe, et parce que la guerre continue, est-ce qu'on peut envisager un scénario où on doit décroître ? Non, je pense pas. Alors, la guerre, ça fait décroître. En 1940, le revenu a brutalement baissé et on a retrouvé le revenu de 1913 que en 1949. Donc, il y a eu une période quand même où le revenu par habitant et donc c'est pas uniquement une question de prestations sociales, c'est le revenu brut, c'est ce qu'il y a dans les magasins, c'est la vie quotidienne qui est concernée. Et alors, on n'est pas dans une situation de l'intensité de ce qu'a été la Première ou la Deuxième Guerre mondiale. On est dans un conflit qui est relativement... Mais Jean Covici dit qu'on pourrait manquer jusqu'à 40% de gaz en 2025. Autrement dit, une grande partie de l'économie européenne, notamment l'Allemagne, s'arrête. Oui. Non, mais ça voudrait dire qu'effectivement, non seulement la Russie arrête de produire du gaz, mais un certain nombre d'autres champs n'arrivent pas à suivre. C'est ça. Ce qui est intéressant, c'est que par rapport aux prévisions précédentes, on est plutôt dans une phase maintenant où on considérait qu'il y avait trop... Il y a eu la phase où on allait manquer, donc le rapport Meadows, on va manquer. Puis il y a eu la phase où il y en a trop, c'est parce que si on brûle le pétrole, si on brûle le gaz, on détruit le climat, et donc de toute façon, il n'y a pas un problème de pénurie potentielle, il y a un problème de capacité de la nature à absorber le gaz carbonique que l'on émet, et capacité de la vie à continuer à exister dans un environnement où le climat aura été modifié. De nouveau, on retrouve le discours sur les pénuries. Or, à chaque fois, qu'est-ce qui se passe ? Il se passe deux éléments, l'innovation, et puis surtout les prix montent. Et quand les prix montent, effectivement, il y a une baisse du revenu, mais il n'y a pas une disparition complète de toute l'activité, de toute la vie. Il y a une réorganisation de la vie. La phase ultime étant, si jamais c'est le cas, encore une fois, ce qui se passe en cas de guerre, c'est-à-dire les stratégies de rationnement, mais c'est jamais très efficace le rationnement, c'est tout de suite le marché noir. Donc ces situations extrêmes, à mon avis, ne sont ni envisageables, ni souhaitables, c'est évident, ni envisageables, ni à l'heure actuelle, compte tenu de ce que nous vivons, des solutions vers lesquelles s'orientent les dirigeants. Et ça va suffire, en fait, de dire ça, de dire l'innovation va fonctionner, on va trouver d'autres solutions. Là, on est au-delà de l'innovation, c'est-à-dire l'enjeu, encore une fois, en 1940, on continue à faire de l'innovation. Il y a un moment où c'est effectivement... Moi, quand j'entends
j'entends Nicolas, je vous trouve un peu béat, quoi. Non, je pense que ces prévisions-là sous-estiment la sensibilité des économies de marché comme les nôtres à la variation des prix relatifs. Quand vous avez quelque chose qui devient rare et qui devient cher, vous savez qu'il y a une accélération de la recherche d'une alternative à cette solution qui est devenue rare et chère. Prenez un exemple très concret. L'ADEME a estimé ce que pourrait représenter en termes de production d'électricité un pays comme la France si on décidait de couvrir l'intégralité des parkings avec des ombrières photovoltaïques et l'intégralité des toits des entreprises et des usines avec des panneaux photovoltaïques. On arriverait à peu près à une production correspondant à celle de 150 réacteurs nucléaires. On en a 56 aujourd'hui, dont une vingtaine à l'arrêt. Donc des solutions existent. C'est pour ça que je vous dis que je suis quand même très dubitatif par rapport à ces rapports de prévision de fin du monde. Eh ben justement, des solutions... Jean-Marc. Juste une remarque, remarque très vite. Encore une fois, on est dans un cas particulier. Donc c'est pas une question d'innovation, c'est un cas de conjoncture. Est-ce que effectivement la guerre perturbe et sur les prévisions, je rappelle deux choses. Gaston Berger, qui est l'inventeur du mot prospective, disait que la prospective, c'est l'art de dire de façon très détaillée ce qui n'arrivera jamais. Et donc, le chiffre progrès fait de la prospective. Quant à Karl Marx, à propos de Malthus, il disait c'est un sycophante de la bourgeoisie. Voilà. Je ne qualifierai pas Jean Covici de sycophante de la bourgeoisie. Non. Et certains y recherchaient le mot dans le dictionnaire. Voilà, j'en renvoie un certain nombre de gens à voir ce que ça signifie, parce que je crois que c'est un mot qu'on n'utilise plus beaucoup. Oui.